Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Le bras de fer Hollande-Merkel ce soir à Bruxelles, alors que le président français estime qu'il faut agir tout de suite pour la croissance. La chancelière allemande répète à l'instant son opposition à la proposition française d'euro-obligation. Les bourses plongent partout en Europe aujourd'hui en raison des doutes sur l'avenir de la Grèce. Concertation multiple dans le domaine social. Jean-Marc Ayrault fixe une série de rendez-vous aux syndicats avant la publication du décret sur la retraite à 60 ans entre les deux tours des législatives. On ouvre la boîte de Pandore, dénonce l'UMP. Quel retour à 60 ans? Pour qui et à quel prix? Eh bien, ce sera le débat à suivre dans le 19 h avec les sénatrices Annie David, Laurence Rossignol et le sénateur Jean-Marie Wallerenberg. La compagne de François Hollande arrive en ce moment même au Sénat pour remettre les prix Albert Londres. Journaliste elle-même, Valérie Trierweiler préside la manifestation en hommage cette année au reporter Gilles Jacquet de France 2, tué en Syrie. Là où Nicolas Sarkozy utilisait 2 avions, François Hollande se contente de prendre le train. Il est monté à bord du Thalys pour Bruxelles cet après-midi en compagnie du chef de gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, afin donc de se rendre au sommet de ce soir. Déplacement entouré néanmoins d'importantes mesures de sécurité, notamment à la gare du Nord à Paris. La situation de la Grèce dans la zone euro, la question de la croissance vont donc occuper ce soir les responsables de l'Union. Tous qui observent par ailleurs le nouveau moteur franco-allemand entre François Hollande et Angela Merkel, un nouveau rapport et même un nouveau rapport de force s'est installé. Julie Dingeloff. François Hollande n'arrivera pas seul ce mercredi à Bruxelles pour défendre son idée maîtresse d'euro-obligation. Il pourra compter sur les soutiens de l'Italie, de l'Espagne et de l'Autriche. En face, Angela Merkel fait front. La chancelière reste inflexible, tout comme la Finlande et les Pays-Bas. Est-on à l'aube d'une inversion du rapport de force qui sous-tendait jusqu'alors le couple franco-allemand? La question se pose d'autant plus que la chancelière allemande est affaiblie par les récentes défaites de son parti et le calendrier électoral allemand. La semaine dernière déjà, Angela Merkel s'était trouvée quelque peu isolée au G8 suite à l'offensive de Barack Obama et de François Hollande sur la croissance. Toutefois, le consensus pourrait se jouer sur l'émission de Project Bond qui permettrait de financer des grands travaux susceptibles de relancer la croissance. Aucune décision n'est cependant attendue. Il s'agit avant tout pour les dirigeants européens de dresser les grandes lignes de la relance en vue du prochain sommet prévu les 28 et 29 juin prochains. Voilà pour ce dîner donc informel ce soir à Bruxelles. À Paris, le social est en tête de l'agenda de Jean-Marc Ayrault. Une concertation tout azimut est annoncée sur tous les sujets délicats, des retraites à la formation, en passant par les salaires et les conditions de travail. Une concertation qui se veut en rupture avec les sommets sociaux express réunis à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Elisa Bertolomé. Certes, il y aura ce décret qui rétablira partiellement la retraite à 60 ans. Mais au-delà, c'est par la concertation que Jean-Marc Ayrault compte dérouler son calendrier social. Une concertation entamée dès le 29 mai. Le Premier ministre, entouré des ministres du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, recevra les syndicats et les organisations patronales. Avec l'ensemble de ces organisations, il y aura une conférence de méthode que je présiderai à Matignon et qui définira exactement comment nous allons nous y prendre pour réunir la grande conférence sociale qui aura lieu avant le 14 juillet. C'est en effet avant le 14 juillet que sera organisée la grande conférence sociale officiellement ouverte par François Hollande. Une conférence que le Premier ministre refuse de voir comme un show de quelques heures. Le programme s'annonce chargé. Les thèmes de l'emploi, de la formation, des salaires, du SMIC, des conditions de travail et des retraites seront abordés. Et l'UMP, de son côté, dénonce dans cette concertation un rapport de force favorable aux syndicats. La retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, donc au sujet de laquelle un décret est attendu dans 3 semaines. Maintenant, on en reparle dans un instant avec nos invités. La guerre des chefs à l'UMP derrière la bataille des législatives. François Fillon estime qu'il n'y a plus de leader naturel à l'UMP depuis le départ de Nicolas Sarkozy. Dans une interview à paraître dans le Figaro Magazine, l'ancien Premier ministre affirme qu'il prendra part à la compétition. Jean-François Copé n'a
n'a pas tardé à lui répondre. Il invite François Fillon à ne se mobiliser que sur les législatives. Côté PS, le leadership est officiellement partagé entre la première secrétaire et le Premier ministre. Des meetings communs, Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault sont annoncés à Nantes, Lille et Paris. Mais c'est en solo aujourd'hui que la première a fait campagne sur le terrain. Martine Aubry suivie dans les Hauts-de-Seine par Paul Bouffard. Martine Aubry tout sourire dans les Hauts-de-Seine. La première secrétaire du Parti socialiste est venue faire son marché. Ici, pas de député socialiste, alors son appétit s'aiguise. Elle soutient les candidats locaux et compte bien surfer sur le bon score de François Hollande sur ses terres jusqu'ici acquises à Nicolas Sarkozy. Nous nous battons contre la droite, mais nous avons envie d'avoir au Parlement des hommes et des femmes qui défendent totalement le projet. Il n'y a aucune circonscription socialiste dans les Hauts-de-Seine. J'espère qu'on en aura 3, 4, 5, je ne sais pas. En tout cas, il faut y aller. Voilà. À 3 semaines des législatives, la mobilisation est générale et affichée. Pourtant, certains parlent d'elle comme un élément perturbateur, surtout quand le Canard enchaîné rapporte ses propos. Martine Aubry aurait traité Jean-Marc Ayrault de naze. Qui dit? Personne. Peut-être quelques aigris. Personne n'arrivera, vous savez, à mettre un clou, une épingle entre Jean-Marc Ayrault et moi. Mais tout fera qu'on soit main dans la main pendant cette campagne et pour la suite. Monsieur, comment ça va? Petit cap. À chaque stand, à chaque électeur, le même message martelé. Alors comment ça se passe en ce moment? Comment ça se passe? Il faut qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale. On pensait vous voir Premier ministre quand même. Oui, mais bon, c'est pas grave, on a un bon Premier ministre. Même si certains la voyaient plus à Matignon que sur les marchés, Martine Aubry tient le terrain et affirme son rôle de leader de la majorité présidentielle. Le 2 juin, elle tiendra un meeting commun aux côtés de Jean-Marc Ayrault. Arnaud Montebourg, condamné pour avoir publiquement injurié l'an dernier les anciens responsables de Sifrance, la compagnie de ferries. Il devra leur verser 1 euro de dommages et intérêts. Nadine Morano a aussitôt demandé sa démission et Jean-François Copé se demande si François Hollande va respecter ses engagements, ne pas avoir de ministre condamné par la justice. Le ministre du redressement productif a décidé de faire appel et il y a quelques instants, Jean-Marc Ayrault a précisé qu'il n'était pas question d'exclure Arnaud Montebourg du gouvernement car sa condamnation ne vise pas des actes contraire aux valeurs de la République, selon le communiqué publié par Matignon. Nicolas Sarkozy, de plus en plus visé par la procédure du juge bordelais Gentil en charge des dossiers Bettencourt. Selon Le Monde, le nom de l'ancien président de la République figure dans la procédure à la suite d'indices sur un financement illicite de sa campagne de 2007. Marraine de marque pour la remise des prix Albert Londres ce soir au Sénat, le plus prestigieux prix remis aux journalistes. La compagne du président Hollande vient d'arriver au Sénat pour couronner les lauréats. Elle-même toujours journaliste à Paris Match, Valérie Trierweiler, qui aimerait d'une façon ou d'une autre, a-t-elle dit, continuer à exercer son métier, a remis le prix à l'un des confrères de l'hebdomadaire pour lequel elle travaille toujours, donc Alfred de Montesquieu, grand reporter à Paris Match, qui voit sa couverture de la révolution libyenne récompensée. Sophie Normand vient de le rencontrer. C'est un immense honneur de le recevoir parce que les gens qui l'ont reçu avant moi sont tous à mes yeux des références professionnelles, de reportage, d'écriture. C'est des gens que j'ai grandi en lisant, en admirant leur travail. Et en fait, c'est eux le jury. Donc quand ils t'attribuent le prix Albert Londres, ils te disent tu es notre successeur, tu es notre continuateur. D'une certaine façon, bienvenue dans le club. C'est des pairs, P-A-I-R-S. Et c'est assez émouvant d'être reconnu par ces gens-là. C'est vraiment un honneur. C'est quelque chose, je pense qu'il faut être à la hauteur de la chose. C'est pas un accomplissement et game over. Au contraire, c'est un stimuli pour continuer, pour faire mieux même, j'espère. Voilà, donc Alfred de Montesquieu qui s'était rendu en Libye avec le photographe Rémi Hochlik, vous savez, qui a été tué quelques temps après en Syrie. Les invités du 19h, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise, Annie David, bonsoir mesdames, bonsoir. Présidente de la commission des affaires sociales du groupe. Membre du groupe communiste républicain et citoyen, j'ai toujours peur d'en oublier un, communiste républicain et citoyen, et puis Jean-Marie Wallerenberg est avec nous également, sénateur centriste du Pas-de-Calais. Le retour partiel à la retraite à 60 ans, est-ce une réforme de la réforme nécessaire? J'aimerais d'abord vous faire réagir à la couverture du Point cette semaine, qui énumère les promesses électorales à enterrer. Est-ce là une promesse électorale à enterrer, Annie David?
Le retour à la retraite à 60 ans, non, bien au contraire, c'est pas du tout une promesse à enterrer. Et je prends acte de ce premier décret qui va être pris très rapidement, apparemment, par le gouvernement, pour revenir sur l'âge de la retraite. D'accord. Laurence Rossignol. Non, mais juste d'abord pour signaler au magazine Le Point qu'enterrer des promesses électorales, ça veut dire trahir les électeurs et leur confiance. Et que ce type d'injonction à la une d'un magazine est assez malvenu. C'est un engagement du président de la République. Alors Le Point, comme l'opposition, l'UMP particulièrement, avance ses arguments. On va en parler dans ce débat, mais je pose la question également à Jean-Marie Vanlerenberghe. Est-ce l'une des promesses électorales que François Hollande aurait tout intérêt à enterrer? Il n'aurait pas dû la tenir. Tout simplement, et ne pas promettre, il sait très bien qu'elle n'est pas financée et que malheureusement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas, le groupe centriste, voté cela quand il s'est agi de la réforme des retraites. Alors rendre justice à ceux qui ont commencé à travailler tôt est bien sûr légitime, mais est-ce dangereux néanmoins de rétablir le mythe d'un départ à 60 ans alors que cette borne d'âge recule partout en Europe? Mesdames, que répondez-vous à cela? Je dis que ce n'est pas dangereux du tout. Au contraire, moi je suis persuadée, contrairement à mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, que c'est tout à fait possible de financer une retraite à 60 ans et de revenir sur ce qui avait été acquis de haute lutte en 1982. J'étais dans l'entreprise à l'époque et je me rappelle de la joie des travailleurs quand cette retraite et quand cette réforme a été... Eh ben moi j'ai ressenti cette joie profonde parmi les travailleurs qui étaient à mes côtés. Moi j'étais toute jeune à l'époque, mais je peux vous dire que les collègues étaient ravis de se dire qu'ils pourraient partir à 60 ans. Moi, je suis persuadée en plus qu'on peut financer cette retraite. Il suffit de vouloir aller chercher les finances là où il y en a. Il faut avoir le courage de s'attaquer à la réforme fiscale. Vous savez très bien que je suis d'accord pour le retour à 60 ans pour les métiers pénibles. On n'a pas pu aller jusque-là. Nous sommes prêts, nous centristes, et en particulier le MoDem de François Bayrou, à revoir les conditions d'accès à 60 ans pour les travaux les plus pénibles. Mais généraliser la retraite à 60 ans, comme vous l'avez souhaité, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Il manque déjà plusieurs milliards pour équilibrer une retraite qui a été réformée pour 2017, et on ouvre à nouveau le déficit. On va contribuer à Laurence Rossignol d'abord sur le recul sociale. Le recul de cette borne d'âge, il est général en Europe. Est-ce que la France peut faire exception? Mais la France a souvent fait exception dans l'histoire. Elle est revenue sur beaucoup des exceptions. Oui, mais elle demeure souvent une exception. Parce que la réalité, si vous permettez, mon cher collègue, que je finisse ma phrase, la France a fait exception. Elle fait exception depuis 30 ans. Face à la vague libérale, la France a formidablement résisté. Au moment où les États-Unis et la Grande-Bretagne, avec Reagan et Thatcher, lâchaient sur tous les acquis sociaux, la France résistait. Donc nous sommes assez fiers de cette résistance. Mais surtout, je crois qu'il faut s'en tenir aux faits. Ce n'est pas une généralisation du retour de la retraite à 60 ans. Ça concerne les gens qui ont commencé à travailler à 18 ou 19 ans et qui ont 41 années de cotisation. Et cette espèce d'idée qu'il y aurait un métier pénible, d'opposer les métiers pénibles aux longues carrières, vous savez, les gens qui ont commencé à travailler à 18 ou à 19 ans, ils n'ont pas eu des carrières de cadres, ils ont des métiers souvent difficiles. Moi, je les connais. Ils ne sont pas forcément des métiers pénibles, mais en tous les cas, ils ont des métiers usants. Et c'est une mesure de justice sociale. Il suffit de savoir une chose, c'est l'espérance de vie, le temps que passent en retraite les salariés selon les métiers qu'ils ont eus. Donc c'est juste. Je vous ai dit que sur ce point, j'étais parfaitement d'accord. Je dis que simplement, vous avez ouvert aujourd'hui la boîte de Pandore. C'est ce que dit Jean-François Copé, qu'on va écouter dans un instant. Jean-Marie Vanlerenberghe, vous avez écouté vous avez évoqué il y a un instant le coût de ce rétablissement partiel à 60 ans. On va voir avec Marie Brémaud ce que pourrait être le décret, sachant qu'il reste bien des détails et des ambiguïtés, disent les syndicats, et peut-être aussi, dit-on du côté du Parti communiste, des ambiguïtés, des détails à éclaircir. Marie Brémaud. Candidat, François Hollande promettait une retraite à taux plein à 60 ans pour ceux ayant commencé à travailler dès 18 ans. Maintenant élu, son gouvernement passe à l'action. D'ici 3 semaines, le décret permettant ce départ à la retraite des 60 ans sera pris. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre ce matin. À droite, la critique n'a pas tardé et pourtant cette mesure reste marginale puisqu'elle ne concernerait que 100 000 personnes environ. Le gouvernement parle d'un coût annuel d'1 milliard d'euros. Pour le moment, il est un peu tôt pour justement trancher de façon assez nette sur le chiffrage. Effectivement, l'évaluation d'1 milliard semble
assez raisonnable à première vue. Maintenant, il va falloir un peu détailler tout ça, surtout aussi sur les personnes qui vont être concernées. Une incertitude demeure en effet pour le calcul des 41 années. Doit-on prendre en compte les trimestres effectivement cotisés ou simplement validés ? Si la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, a précisé que seraient prises en compte dans ce calcul les congés maternité et les périodes de maladie dans certaines limites, reste la question des périodes de chômage. Ce sera l'un des enjeux de la concertation avec les syndicats. Mais la marge de manœuvre du gouvernement est mince, réduction des déficits oblige, et dès 2013, les retraites ne seront plus financées car les prévisions de financement de la réforme de 2010 tablaient sur des estimations bien trop optimistes. Alors donc, on l'a dit tout à l'heure, le Premier ministre a annoncé son agenda social pour les semaines qui viennent. Il annonce des concertations tout azimut avec les syndicats. Est-ce que l'UMP a raison en disant, en fait, de concertation, ça va être un rapport de force favorable aux syndicats qui ont pesé, on le sait, Laurence Rossignol, dans l'élection de François Hollande? Ça changera un peu. Un rapport de force favorable aux syndicats. On a vécu une période qui vient de se conclure le 6 mai, qui a été une période pendant laquelle le rapport de force a été exclusivement favorable aux forces de l'argent. Aujourd'hui, il s'agit simplement de rééquilibrer. Et j'invite l'UMP à ne pas continuer dans cette voie-là. Le discours du 1er mai de l'ancien président de la République, le discours de Nicolas Sarkozy, le 1er mai, qui visait à opposer le vrai travail au faux travail, le vrai peuple aux syndicats, a échoué puisqu'il a perdu l'élection présidentielle. Donc quand on a perdu, on réfléchit à ce qu'on a dit et on ne recommence pas à le répéter. Donc, la France va en finir avec cette opposition. Je constate que pendant 5 ans, ça a été ça le discours, dresser les Français les uns contre les autres. Je vois que Nicolas Sarkozy n'est plus là et je regrette que l'UMP continue et reprenne le flambeau. Alors Annie David, le Premier ministre a dit ce matin que cette réforme coûterait 1 milliard par an. Est-ce que vous estimez que le Premier ministre devrait aller plus loin pour satisfaire plus de demandes des syndicats, pour élargir les bénéficiaires de ce retour à 60 ans? Oui, vous connaissez parfaitement la position de mon parti sur le sujet. Donc évidemment, nous, on aimerait aller à une retraite à taux plein à 60 ans pour tous les salariés. Pour tous, pour tout le monde. Après, il y a encore des ambiguïtés à soulever dans le décret qui va être proposé parce que il est question du congé maternité et de l'armée, enfin du service militaire, pardon, pour les hommes. Des périodes de chômage, des périodes de maladie. Mais il ne parle pas de maladie avec une certaine limite, donc il faudra préciser une période de chômage. Nous sommes favorables à ce que toutes les périodes validées soient prises en compte et non seulement les périodes cotisées. Ce qui veut dire aussi la maladie, aussi le chômage. Alors, moi, je pense à tous ceux et à toutes celles qui ont défilé par centaines de mille dans la rue en croyant qu'en défilant, ils allaient avoir la retraite à 60 ans. Puis aujourd'hui, la retraite à 60 ans, elle est limitée uniquement à ceux qui ont commencé tôt, et je comprends parfaitement cette demande. Je vous ai dit, il faut voir les conditions de pénibilité. Mais je dis, comment finance-t-on? Et ça, vous oubliez de le dire. On va augmenter la cotisation, et ça, je le dis, parce que personne n'en parle. On va augmenter la cotisation qui va augmenter pour les entreprises, mais aussi pour les salariés. Perte de pouvoir d'achat, 500 millions. Oui, 0,1, c'est 500 millions, la moitié du milliard dont on parle. Milliard, ça va faire quand même 5 milliards en 2017. Un impact sur les feuilles de paye alors? Écoutez, je pense, je ne vois pas d'autre solution, puisqu'on va prendre 0,1 point de cotisation. Là, il faut vous appelez à la solidarité de tous les Français. Il faut être totalement clair. Qui va financer? Eh bien, ce sont les salariés et les entreprises. Et donc, ça va évidemment contre aussi l'abaissement du coût du travail pour améliorer le produire en France. Oui, parce que là-dessus, je ne crois pas qu'on soit totalement d'accord. Mais en même temps, le gouvernement lancera une conférence salariale au cours de laquelle sera discuté avec les syndicats et les organisations représentatives des employeurs le moyen de relancer le pouvoir d'achat par l'augmentation des salaires. De compenser la hausse en particulier de la cotisation le coup de pouce sur le alors. SMIC. Et en particulier le coup de pouce sur le SMIC. De l'autre. Mais ça, c'est l'économie des transferts sociaux. Chers collègues, on prend d'un côté, on remet de l'autre. Effectivement. François Bayrou a défendu aussi cette conférence nationale du dialogue social. On est totalement d'accord, on est en phase. C'est nécessaire de réunir les syndicats, les patrons et de discuter avec eux. Je pense que les sujets qui sont à l'ordre du jour sont très connus et évidemment importants. L'emploi, le produire en France, la formation, les conditions de travail, le salaire, effectivement les retraites.
Je pense que ça mérite effectivement qu'on en parle. C'est une question après de méthode pour que nous arrivions à augmenter réellement les salaires sans impacter complètement la grande question qui est l'emploi. Alors, Annie, David, que répondez-vous à la fois je sais bien. Annie, David, que répondez-vous à la fois à votre collègue et puis également à Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, qui a hier tiré à nouveau la sonnette d'alarme en disant que les entreprises ne pourraient pas supporter le choc de cette nouvelle réforme. Mais bien sûr, les entreprises ne peuvent jamais supporter aucun choc d'aucune réforme. Par contre, quand il s'agissait, par exemple, avec le gouvernement Sarkozy, de baisser les cotisations sur la branche famille, mais par contre de faire payer à l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens une augmentation de la TVA, là-dessus, évidemment, les entreprises allaient pouvoir assumer pleinement, puisque c'était pour elles des ressources nouvelles. Mais quand on parle de compétitivité, quand on parle de productivité, il faut parler de tous les chiffres. Il faut pas seulement parler de ce que Madame Laurence Parisot veut bien vouloir parler. Quel chiffre vous lui opposez-vous ? Il faut parler de l'ensemble du coût salarial. Ce n'est pas seulement le coût des travailleurs. Il y a aussi la productivité en contrepartie. La France est le pays européen où la productivité est la meilleure. Ça, elle oublie toujours de le dire. Alors sans doute que le coût du travail est plus élevé qu'ailleurs, mais il n'empêche qu'il rapporte aussi beaucoup plus dans la poche des entreprises. Donc il faut savoir faire la balance. Il faut savoir faire la balance entre le gagnant et le coûtant. Et entre les deux, je pense que les entreprises ne sont pas perdantes. Alors, mais peut-être que sur Madame Parisot et sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, peut-être que la situation avec ce décret sera plus favorable aux salariés, puisque le décret sera pris par le gouvernement. J'espère au passage que le gouvernement pensera aussi à solliciter les parlementaires, parce que j'aimerais bien aussi pouvoir être associé. J'aimerais bien aussi pouvoir être associé à la. Que le décret, c'est un déni de démocratie. Je dénonçais il y a quelques mois, je continuerai à le dénoncer. Un décret ne se fait pas simplement dans un bureau ministériel. Un décret se fait avec l'ensemble des parlementaires. En tout cas, c'est pas un passage en force quand même pour vous. Il y a une concertation avec les syndicats. Annie David. Ce ne sera pas un passage en force. Il va y avoir une concertation avec les organisations syndicales. Mais pour le décret, je pense quand même que le gouvernement, et je sais qu'il va le faire. Vous avez peur que ce soit une mauvaise manière faite au Parlement ? Par exemple, oui, mais je ne pense pas que de la part de notre Premier ministre, qui est un ancien... Laurence Rossignol, vous entendez ? Je ne dis pas que c'est une mauvaise manière de faire, je dis que ce serait une mauvaise manière de faire si toutefois nous n'étions pas invités à la concertation. Laurence Rossignol, rassurez votre collègue communiste. Non, mais ma collègue est assez tranquille. D'abord parce qu'elle pour deux raisons. Je vous pose la question, mais vous confirmez. Je pense que le gouvernement viendra vers les parlementaires. Il avait l'habitude de le faire, Jean-Marc Ayrault, de dénoncer aussi les dénis de démocratie lorsqu'il était à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que c'est lui qui va commencer à le faire. Je vous propose d'écouter Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, qui était l'invité ce matin de Public Sénat et de Radio Classique. Il critique bien sûr la réforme Sarkozy et il estime, comme vous, monsieur le sénateur, qu'on ouvre la boîte de Pandore. On écoute Jean-François Copé. Nous sommes d'ailleurs extrêmement préoccupés par les annonces de Jean-Marc Ayrault qui ouvre la boîte de Pandore de la retraite à 60 ans. Ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, sur la forme comme sur le fond. Sur la forme, voilà que Jean-Marc Ayrault impose un décret, là où nous avons toujours souhaité passer par la loi pour des sujets aussi importants. C'est un déni de démocratie. Voilà, donc Jean-François Copé, qui a quelques inquiétudes un peu similaires aux vôtres, Annie David. Alors, Laurence Rossignol peut compléter. Ne m'associez pas, monsieur Copé. Vous faites un mauvais procès et c'est pas très correct. Ce qui se passe là, c'est exactement ce que nous dénonçons, nous, au centre. Ça va être l'opposition comme ça, constante, sur toutes les positions que prendra le gouvernement. Vous aurez M. Jean-François Copé qui viendra dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas bon, c'est pas. Je pense qu'il faut se mettre dans le dialogue. Moi, ce que je propose, justement, plutôt que de passer par décret, c'est d'en débattre au Parlement. Je pense qu'on peut trouver un accord. Parce que c'est vrai qu'il y a des carrières pénibles. On est tout à fait d'accord. Et j'avais déposé, d'ailleurs, vous le savez, des amendements dans ce sens. Donc, je crois que les centristes sont prêts à débattre. Et c'est ça le dialogue social. Mais je pense que sur ce décret-là, il y a urgence à prendre une décision par rapport aux personnes qui sont concernées. Ensuite, c'est un premier pas. C'est ce qu'a dit le Premier
Premier ministre, c'est un premier pas. Ensuite, il y aura le débat. Mais je pense que même sur l'écriture et la rédaction de ce décret, ce serait bonne manière que de venir rencontrer les parlementaires. Voilà. Pour le moment, le Sénat fonctionne. Nous sommes en capacité de faire des auditions. Ce serait tout à fait bonne manière, même sur ce décret, de venir nous rencontrer. Et ensuite, bien évidemment, prendre un décret très rapidement. Parce que ça, les gens l'attendent. Beaucoup de gens l'attendent. Il sera pris. Il sera pris dans les 3 semaines, entre les 2 tours des législatives. Pourquoi on est dans l'image. Moi, j'attends qu'on ouvre à nouveau le débat sur les retraites. Et là, ce sera un débat, effectivement, avec d'autres arguments qu'on pourra faire valoir en séance, parce qu'on n'aura pas qu'un seul son de cloche qui arrivera dans l'hémicycle. En tout cas, on n'écoutera pas qu'un seul son de cloche. Je crois que c'est un mauvais procès qui est fait au gouvernement de la part de Jean-François Copé, parce que le domaine de la loi et le domaine du règlement existent, ils sont constitutionnels. Ce qu'un décret a fait, un décret peut le défaire ou le transformer. Édouard Balladur avait réformé en partie la retraite par décret, notamment en allongeant la durée de cotisation. Annie David, c'est bien ça. Tout à fait. D'autant que là, il n'y a pas de mauvais coup, il n'y a pas de mistoufle. Il n'y a pas de mistoufle. Mais non, c'est le programme sur lequel François Hollande a été élu. Il s'y tient absolument. Par ailleurs, quand la présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat dit que sa commission est disponible pour auditionner, entendre le ministre des Affaires sociales, c'est une juste revendication. Mais d'ailleurs, nos commissions ont commencé à travailler en ce moment et à entendre des ministres, à les auditionner. Nous avons un programme de travail. Tout le monde est d'accord pour associer le Parlement. Alors. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires dans ce gouvernement qui seront sensibles et respectueux du rôle du Parlement. Moi, je pense que c'est un sociologue célèbre, Michel Crozier, qui le disait, on ne change pas la société par décret. Et je pense que c'est un mauvais exemple pour le gouvernement, que son premier acte pour changer, réformer la France, ça soit par décret. Voilà, tout un mot pour conclure à tous. Réformer la France, on va simplement rétablir une injustice. Un mot pour juger les premiers pas de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce que vous auriez à dire, Annie David? Moi, je trouve que le changement est... on voit qu'il y a une différence. Il y a de la volonté, en tout cas, de concertation. Moi, j'espère que dans la conférence sociale, là aussi, les parlementaires seront associés. Bien évidemment, les partenaires le seront. Jean-Marc Ayrault a défini. Est-ce que vous aimeriez être associé au gouvernement, vous, en tant qu'élu communiste? Moi, je suis bien à la présidence de la Commission des affaires sociales. Mais je pense pour votre parti, est-ce que vous aimeriez voir des communistes au gouvernement? Je ne peux pas vous répondre là aujourd'hui. Tout dépendra de la suite. Tout dépendra justement des premiers pas que va faire M. Hollande. Moi, j'aimerais qu'un dossier particulier aussi soit abordé pendant cette conférence sociale. Je pense que vous y serez sensible aussi, M. Wallerenberg. C'est le dossier de l'amiante qui, en ce moment, fait beaucoup discuter. Et je pense que c'est un dossier qui va falloir... Qu'on règle un seul problème qui est urgent. Je voulais vous demander un jugement général d'un mot sur les premiers pas du nouveau pouvoir. Non, mais vous savez, sur l'amiante, c'est grave. C'est grave. On condamne des gens à reverser ce qu'ils ont touché. Je le dirai moi-même, si vous voulez. Un mot général. Oui. Bon, écoutez, je pense que François Bayrou l'a dit, il y a des bons points. Par exemple, quand on parle de croissance, c'est bien. Mais on ne peut pas juger globalement. Il y a quoi, 10 jours que le gouvernement est en place. Allez, le mot de la fin à Laurence Rossignol, alors. Qui va nous dire. Mais écoutez, je pense qu'il y a un vrai changement de style. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser dans notre pays. Et la France en avait besoin. Ce gouvernement, aujourd'hui, change l'ambiance. Ça commence déjà comme ça. C'est important, plus modeste, plus sobre et plus respectueux de la concertation et des Français. La question du nouvel... Merci, c'est fini. La question du nouvelops.com aujourd'hui, le partenaire du 19h à propos de la retraite à 60 ans. A-t-on les moyens de la financer? Et vous avez répondu oui à 52%, non à 42%. Merci à tous d'avoir participé à ce journal. Rendez-vous demain à la même heure, bien sûr, à 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir. Anniversaire, mariage, naissance, au fil des années, ils ont filmé leur famille dans ces appartements tout neufs où ils avaient emménagé. On se retrouvait tous à démarrer ensemble dans cette nouvelle cité. C'était dans l'Essonne,
et cela avait le parfum du bonheur. Nous sommes arrivés donc dans la tour en 1973, elle n'était pas encore totalement habitée. Et on n'avait pas du tout l'impression de vivre dans un immeuble insalubre ou dans un quartier pourri. Ils ont filmé les grands ensembles. Samedi à 22h sur Public.